Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous vous apprêtez à regarder la rediffusion d'une interview que j'ai faite en direct sur la chaîne Twitch de Mediapart le 3 avril dernier de 10h à 11h. Si la prochaine fois vous voulez y assister en direct, c'est tous les vendredis de 10h à midi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne twitch.tv/Mediapart. L'émission elle est en deux parties et vous pouvez retrouver la revue de presse qui n'est pas diffusée sur YouTube si vous regardez l'émission sur Twitch. Bon visionnage. Abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Abonnez-vous matin, il est tout juste 10h, on est de retour pour une nouvelle émission où on reçoit des créatrices et créateurs de contenu, des médias indépendants. J'espère que vous allez bien, on est en direct des locaux de Mediapart. Je rappelle que le Twitch de Mediapart ne fonctionne pas avec les abonnements de Twitch, mais uniquement avec le fun et la joie de vivre comme énergie, mais aussi avec les abonnements pour Mediapart. Abonnez-vous. Comme dirait l'autre, je sais que vous êtes déjà quelques-uns dans le chat. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Sekeme du média Archipel pour parler d'Océanie, un thème assez peu abordé dans l'univers, le monde médiatique en France. Et qui devrait s'afficher à votre écran. Salut Stéphanie. Salut Host, merci de me recevoir. Est-ce que vous entendez correctement? Déjà, on va faire le petit test son habituel, parce qu'on a un petit peu galéré, je vous le cache pas, tous les deux avant l'entretien pour que ça fonctionne. Normalement, vous devriez avoir le son correctement. En tout cas, le temps que les gens répondent, je fais une petite... les gens disent stop, c'est incroyable. Alors, on va vous faire les coulisses, parce qu'on avait des problèmes de son, donc on est en même temps au téléphone, sur haut-parleur, pour être sûr qu'on s'entende bien. Donc là, la technologie est incroyable, le niveau de technologie est formidable dans cette émission. Donc Stéphanie, tu as fondé en décembre dernier, c'est ce que tu m'avais dit, le média Archipel. Tu as grandi en Nouvelle-Calédonie et tu as effectué tes études de journalisme à Lyon avant d'arriver à Toulouse là très récemment. Et tu as terminé tes études il y a quelques mois, tes études de journalisme. Et après la fin de tes études, tu as donc fondé ce média, où je vais mettre aussi d'ailleurs le lien, alors notamment Insta, parce que ton média est présent sur plusieurs réseaux sociaux, mais j'ai vu que c'était sur Insta que tu étais la plus active, mais tu es aussi sur TikTok. J'ai envoyé le lien directement, comme ça les gens pourront le voir. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton média, expliquer un petit peu comment t'es venue cette idée et pourquoi tu as créé ce média? Alors Archipel, du coup, c'est un média web indépendant que j'ai fondé, comme tu l'as dit, en décembre 2025, qui est axé du coup sur les territoires et les cultures du Pacifique. Du coup, à travers des capsules vidéo, des posts écrits, des portraits et plusieurs autres formats qui arriveront par la suite. L'idée, c'était de raconter les cultures du Pacifique autrement que de la manière dont on a l'habitude d'en entendre parler, parce que c'est vrai que ces territoires, ils sont souvent réduits à des images très stéréotypées d'îles paradisiaques ou alors à contrario de territoires à problèmes peu développés. Donc moi j'avais envie de proposer autre chose, quelque chose de plus concret, à travers du coup des formats courts, plus accessibles, plus modernes, qui puissent parler notamment à un public plus jeune et du coup qui explique l'histoire, les cultures et aussi les enjeux contemporains inhérents à nos îles. Donc l'envie de lancer Archipel, elle est venue d'abord d'un constat personnel. C'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, donc l'île dont je suis originaire, l'histoire elle est très complexe, très riche. En fait, nous on était une colonie de peuplement au départ, donc il y a un grand nombre. C'est ce qui explique en fait le grand nombre de communautés qui sont présentes sur le Caillou, comme on l'appelle. Et en fait, c'est ce qui fait que la population est très cosmopolite et que l'histoire est multiple. Et en fait, à l'école, dès la primaire, on nous apprend énormément l'histoire de France et très peu l'histoire locale et régionale. Et c'est vrai que comme moi, j'ai poursuivi mes études supérieures en licence d'histoire à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme manque au niveau de la connaissance et de ce qu'on savait de manière générale sur nos propres îles. En plus de ça, il y a un taux de décrochage scolaire qui est quand même assez élevé en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, du coup, au moment où j'assistais à des cours d'histoire du Pacifique, je me disais que c'était quand même regrettable que plein de gens de mon âge qui n'avaient pas été jusqu'à ce niveau-là d'études n'aient jamais accès à ce type de connaissances-là. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que du coup il y avait un décalage énorme entre nos apprentissages et la vie qu'on mène sur les îles.
Et au-delà de ça, je trouvais aussi qu'on parlait rarement des territoires voisins à la Nouvelle-Calédonie dans les infos de manière générale. Pour peu qu'on ait de la famille originaire de Fidji, de Tonga ou je dis n'importe quoi, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on peut avoir des éléments de connaissance, mais c'est vrai que de manière générale, on sait très peu ce qui s'y passe. Donc avec Archipel, l'objectif, c'était de créer un espace de parole, de rencontre et de partage où on puisse, nous, peuple du Pacifique, reprendre la main sur le récit. C'est vrai que tu parles, donc tu commencé par la Nouvelle-Calédonie, mais c'est vrai que tu t'intéresses à toute la région du Pacifique, à toute l'Océanie, et c'est en lien aussi avec ton histoire personnelle. Hein, c'est ce que tu expliquais dans une interview. Hein, tu disais que ton père est de Wallis et Futuna et que ta mère est vanuataise et bretonne. Moi, je trouvais ça intéressant. Tu disais qu'elle avait dû, elle, quitter le Vanuatu au moment de l'indépendance. Est-ce qu'on pourrait notamment présenter ce pays? Parce que pour moi, c'est un très bon exemple de la méconnaissance des territoires océaniens, parce que c'est un pays qui a des liens assez forts avec la France, et pourtant qui est quasiment inconnu chez nous. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette histoire? Exactement. Alors, du coup, le Vanuatu, c'est un pays du Pacifique, du sud de l'océan Pacifique. Anciennement, avant la proclamation d'indépendance qui a eu lieu le 30 juillet 1980, le territoire était connu sous le nom de Nouvelles-Hébrides. Donc c'est un pays qui est composé de 80 îles et d'à peu près 330 000 habitants. C'est un pays qui a été colonisé, comme tu le dis, qui a une histoire rattachée à la France, mais pas que. Il a été colonisé par la France et par le Royaume-Uni. Donc à partir de 1906, il y a un système unique au monde qui a été mis en place, qui s'appelle le condominium franco-britannique. Et en fait, le territoire était régi selon 2 administrations, 2 systèmes juridiques, 2 systèmes scolaires, 2 monnaies. Et en fait, pendant cette période-là, les populations, elles naviguaient entre ces 2 autorités. C'est ce qui a créé de profonds conflits internes au pays et qui a marqué profondément, le territoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, au Vanuatu, les langues officielles sont le français, l'anglais et le bishlamar. Le bishlamar, c'est un broken English, comme on dit là-bas. C'est un peu l'équivalent du créole. Le créole, c'est un français un peu cassé. Le bishlamar, c'est pareil, mais en anglais. C'est un anglais un peu cassé. Ouais, c'est une langue qui s'est développée à partir des langues coloniales, en fait. C'est ça. Et toi, tu as pu un pidgin. Alors, un pidgin, c'est pas exactement pareil. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, c'est un pidgin. Alors, pidgin, je crois me souvenir que c'est une langue qui émerge à un moment précis pour que des gens communiquent, alors que là, c'est des langues à part entière, quoi, qui sont parlées depuis plusieurs générations. Ce qui est une différence. Oui. Et il y a Zanassi qui fait une remarque, d'ailleurs, je le dis pour le public. Tiens, d'ailleurs, plus tard ce mois-ci, il y a un livre sur l'histoire de l'Océanie aux éditions Belin, dans leur excellente collection Monde Ancien, qui sort. Il me dit 800 pages. Bon, ça va, ça fait une somme. Beau bébé. Absolument. Toujours sur le Vanuatu, toi, tu disais que le pays, tu l'avais aussi découvert assez tard. Tu as pu t'y rendre, notamment? Oui, moi je l'ai découvert assez tard parce que du coup l'histoire de ma mère elle est assez particulière en fait. Au moment de la proclamation d'indépendance, elle a dû quitter précipitamment le territoire, comme je le disais dans ma vidéo de présentation. Et du coup, il y a eu un lien qui s'est perdu avec son territoire natal. Elle ne parle pas bishlamar. Elle a de la famille en Nouvelle-Calédonie qui est issue du Vanuatu, mais c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est perdu. Je suis pas très proche de ma culture vanuataise et c'est que très récemment, en 2019, il me semble, au cours d'un voyage familial pour le mariage d'un cousin germain, qu'on a pu retourner au Vanuatu. Et c'était la première fois, du coup, pour ma mère qu'elle y retournait depuis qu'elle avait quitté le territoire à ses 6 ans. Et moi, c'était la première fois et j'avais 19-20 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un décalage par rapport, à contrario, à mes origines wallisiennes et futuniennes. Où là, tu as pu plus être en lien avec Wallis et Futuna qu'avec le Vanuatu. Mais en découvrant tous ces pays d'Océanie, ça t'a aussi donné conscience d'une culture commune entre ces différents États? Oui, exactement, oui. Il y a une culture qui est commune, il y a des valeurs qui sont, je dirais, à peu près les mêmes d'un territoire à un autre. Et c'est vrai que même si j'avais pas eu accès à cette culture depuis mon enfance, je me suis sentie
chez moi, quand je suis allée au Vanuatu, il y a quelque chose qui résonne quand on vient du Pacifique, c'est quelque chose de très fort et je pense que tous les gens issus du Pacifique peuvent le ressentir aussi. Il y a quand même une très forte hospitalité, et un très fort accueil. Il y a de la chaleur humaine quand on va dans le Pacifique et c'est vrai que j'ai pas eu de mal à me sentir chez moi quand je suis allée au Vanuatu. Donc oui, il y a quelque chose de très commun et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'appeler mon média Archipel. Un archipel, c'est un ensemble d'îles qui est visuellement séparé par la mer, mais qui en soi, comme je l'ai dit, est quand même relié fortement par les mêmes cultures, les mêmes histoires entre guillemets, les mêmes valeurs. Il y a beaucoup de points de similitude entre les différents territoires du Pacifique, et ça, je le raconte un peu aussi dans le contenu que je produis, mais on en parlera peut-être plus tard justement de ma série des objets du quotidien. Mais il y a des choses qui sont très similaires dans les différents territoires et du coup Archipel ça représente super bien à mon sens cette idée-là et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu l'orthographier au singulier. Un archipel c'est l'idée d'une diversité de plusieurs îles éclatées, donc d'une multitude de langues, d'une multitude de traditions et de pratiques, mais qui, de manière générale, forment un tout, un ensemble. Oui, d'ailleurs, c'est le slogan Archipel, le média qui lie les voix du Pacifique. C'est comme ça que tu as sous-titré ton média. Tu disais au début que tu avais trouvé qu'il y avait assez peu d'informations dans l'enseignement en Nouvelle-Calédonie sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et plus largement de l'Océanie. Et ce qui pourrait apparaître paradoxal, c'est que tu as créé ce média une fois que tu es arrivé en Europe. Comment tu analyses ça, toi? Est-ce que tu trouves que c'est un paradoxe ou c'est normal parce que c'est lié à la colonisation? Comment tu l'expliques? Je pense que c'est éminemment lié à la colonisation. Moi, j'ai lancé mon média en France parce que j'avais pas d'autre choix en fait de quitter la Nouvelle-Calédonie parce qu'il n'y avait pas d'études de journalisme qui étaient proposées en Nouvelle-Calédonie. Donc ça aussi c'est représentatif de la condition en soi des îles. Il y a des formations qui sont pas dispensées sur nos territoires. On est obligé de quitter à un moment donné nos territoires pour pouvoir aller au-delà et pouvoir acquérir les diplômes qu'on souhaite acquérir. Mais c'est sûr que c'est paradoxal parce que du coup, je parle de territoires qui sont lointains alors que je suis en hexagone. Ça, et d'ailleurs, c'est aussi la limite de mon média aujourd'hui. Il y a des images que je peux pas produire moi-même, il y a des gens que je peux pas interviewer moi-même. Donc, ça pose une limite, mais ça fait aussi partie du jeu parce que étant originaire de Nouvelle-Calédonie, le centre névralgique en soi, c'est la France. Donc, c'était en France que j'aurais pu donner de la visibilité autant à mon média et que j'aurais pu acquérir en fait la possibilité de toucher un maximum de gens. Donc, ça fait partie du jeu. C'est vrai qu'on peut rappeler aussi qu'il y a quand même pas mal de territoires dans la région qui sont encore contrôlés par la France ou qui ont été, on a parlé du Vanuatu notamment, mais évidemment entre Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, il y a quand même en termes de surface et du nombre d'habitants, un nombre de territoires importants qui sont concernés par cette histoire coloniale. Oui, exactement. Oui. La colonisation, t'en parles aussi dans ton média notamment, parce qu'on fait le lien avec ça, et notamment il y a un post très intéressant que t'as fait sur Instagram sur la distinction de l'Océanie en différentes régions, avec cette différence que les gens connaissent peut-être des mots que vous avez déjà entendus, Polynésie, Micronésie, Mélanésie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce découpage culturel un petit peu arbitraire qui a été fait par les colons français, britanniques? Oui. Alors en fait, à partir du XVIIIe siècle, le Pacifique, l'océan Pacifique, a commencé à être exploré par les explorateurs européens et a commencé à être cartographié. Sauf que pour organiser et cartographier des espaces, il faut les nommer. Donc cette nomination des territoires, elle était sujette du coup à un regard colonial. Et en fait, la catégorisation des territoires, elle s'est faite selon des critères physiques, physiologiques. Donc on a commencé à observer les populations et à se dire ah tiens il y a des critères qui se ressemblent de ce côté-là et en fait c'est comme ça que ça s'est un peu goupillé. Mais la classification telle qu'on la connaît aujourd'hui et qu'on l'utilise encore aujourd'hui, Mélanésie, Micronésie, Polynésie, c'est à mon sens une échelle de valeur parce que du coup si on reprend un peu l'étymologie des mots, il faut savoir déjà qu'en Micronésie et qu'en Polynésie,
les populations sont un peu, enfin, il y a les mêmes caractéristiques physiques. On va dire que les Polynésiens et les Micronésiens sont souvent plus clairs de peau que les Mélanésiens. Et en fait, la nomination, elle s'est faite comme ça. Pour différencier la Micronésie de la Polynésie, on s'est dit, bon, ok, micro, petite, il y a énormément de toutes petites îles en Micronésie. Poly, plusieurs, il y a énormément d'îles en Polynésie. Et à contrario, la nomination des îles de la Mélanésie, elle s'est faite sur un critère vraiment physique, racial, parce que les populations étaient plus noires. Donc là, c'est explicite. Méla signifie noir, et ça a d'ailleurs donné le mot mélanine, du coup, ce pigment qui donne sa couleur à la peau. Donc oui, c'est encore une terminologie qu'on utilise aujourd'hui et qui mériterait qu'on questionne. Et c'est ce que tu dis aussi dans ton post, c'est que c'est des deux zones avec des terminologies géographiques, d'ailleurs qui sont encore utilisées pour désigner les territoires aujourd'hui, Micronésie et Polynésie, et une zone avec une caractéristique physique, et c'est la seule zone, et là c'est plus utilisé pour désigner un territoire. Ça correspond à ce qui est autour de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment ces territoires dans ces zones-là, et c'est une spécificité de ce territoire-là. Oui, c'est ça, c'est la couleur de peau. La couleur de peau. Et au-delà de ça, on a aussi la question de l'effacement culturel qui tient à cœur, parce que toi, tu orientes beaucoup tes publications pour le moment sur ton média sur les questions culturelles. Est-ce qu'il y a aussi cet enjeu-là de lutter contre cet effacement des cultures liées à la colonisation tu parlais des moyens de transport, notamment avec la question des pirogues, voilà, tout ce genre de produits, d'éléments culturels-là. Est-ce que c'est aussi un moyen de lutter contre cet effacement ? C'est sûr que moi, à travers mon média, j'avais envie de porter à la connaissance générale l'histoire et les cultures de nos territoires, parce que c'est quelque chose qui est quand même essentiellement important et qui est de l'ordre de l'identitaire chez nous. La culture, elle fait partie intégrante de notre identité. Donc c'est vrai qu'à travers Archipel, c'était important pour moi de remettre au devant de la scène la culture. Et c'est vrai qu'avec la colonisation, et notamment la colonisation religieuse, avec l'arrivée de l'évangélisation dans les territoires du Pacifique, il y a eu cette perte et cette envie de faire disparaître nos cultures, nos pratiques et nos traditions. Parce qu'il y avait cette idée que nos pratiques étaient de l'ordre de pratiques païennes, et que la morale religieuse devait, dans son bon jugement, nous remettre un peu sur le droit chemin et nous civiliser, nous bons sauvages. Donc il y a eu des pertes de pratiques comme la pratique du tatouage. Il y a eu énormément de connaissances qui ont été perdues, notamment par rapport à la construction de la pirogue. On a été interdit de parler nos langues pendant plusieurs années. Donc ça, c'est des choses qui ont été perdues, mais les années 1970, elles ont marqué un véritable renouveau culturel dans les territoires du Pacifique de manière générale. Il y a eu une forte envie de renouer avec une culture ancestrale, de se réapproprier sa culture et aussi de la transmettre. C'est ce que je disais d'ailleurs dans l'épisode où je parle de la pirogue. Il y a une forte envie de recréer un engouement autour de la culture. Et donc, dans ma vidéo sur la pirogue, je parle notamment de Hokulea, donc d'une pirogue hawaïenne. Et en fait, là, on essaye de renouer avec les techniques ancestrales de navigation, et c'est un événement qui a lieu pratiquement tous les ans, il me semble, et où toutes les pirogues du Pacifique se rejoignent pour faire ce chemin en étant guidées par les astres, par les marées, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on se réapproprie. Il y a plein de choses qui ont été perdues, mais la transmission aujourd'hui, elle est d'autant plus forte. Il y a quand même cet attachement fort à la culture. Donc c'est vrai que moi, à travers Archipel, j'avais ce besoin de partager aussi ça, pour justement aller au-delà de simples images d'îles paradisiaques, de territoires à problème, comme je le disais au début. Je voulais mettre en avant notre culture parce que c'est ce qui fait notre identité. Est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui quels sont les moyens déployés aujourd'hui pour préserver ces cultures? Parce que une des raisons pour lesquelles la colonisation a pu aussi les faire disparaître, c'est que c'était une transmission essentiellement orale, et en empêchant les transmissions, les gens ne pouvaient plus apprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens qui sont mis en œuvre pour préserver ces cultures?
Oui, il y a plusieurs moyens qui sont mis en œuvre. Il y a notamment plein de festivals qui sont organisés dans le Pacifique. Il y a plein de festivals comme Mélanésia 2000 qui a été organisé par euh, Jean-Marie Tjibaou en Nouvelle-Calédonie. J'ai plus d'exemples liés à la Nouvelle-Calédonie, mais par exemple, j'ai collaboré avec ces personnes pour ma vidéo sur la pirogue. Il y a une association en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Kenwan Project et qui justement œuvre au quotidien auprès des élèves en Nouvelle-Calédonie pour organiser des ateliers de réappropriation culturelle où là on va apprendre à connaître tel objet, apprendre à l'utiliser, apprendre à le fabriquer, à jouer d'un instrument de musique, etc. Donc ça passe par plusieurs choses et en Nouvelle-Calédonie notamment récemment il y a quand même dans l'enseignement des choses qui ont évolué. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on peut apprendre les langues vernaculaires, donc les langues autochtones issues du territoire calédonien. Donc c'est quand même plein de petites choses qui font que on sent que la culture est ravivée, mais il faut pas perdre la main pour autant. C'est un mouvement toi, tu parles de la Calédonie que tu connais, de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est un mouvement que tu as l'impression que ça s'étend un petit peu aux autres États d'Océanie. Oui, oui, ça s'étend, ouais. Ça s'étend notamment à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quand je parlais des années 1970, je pensais notamment à la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui aussi a déclaré son indépendance et qui a aussi euh, enclenché ce mouvement de revendication culturelle. Mais ça passe aussi par l'Australie, par la Nouvelle-Zélande récemment qui a décidé de renommer son territoire Aotearoa. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça et on sent qu'il y a vraiment un éveil et une envie de refaire corps avec sa culture. Tu t'intéresses aussi dans ton média, un des posts que tu as fait, c'est sur les représentations racistes spécifiques aux Océaniens qui se superposent aux questions de couleur de peau dont on a parlé tout à l'heure avec la Mélanésie, mais il y a des notions un petit peu exotisantes, racistes qui concernent toute la région, notamment sur les femmes océaniennes. Toi, tu as fait un post notamment sur la figure de la Vainée. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ces éléments-là, de ce regard occidental sur cette région? Oui, c'est vrai que récemment j'ai traité de la question du mythe de la Vainée et ça reprend en fait toute cette représentation coloniale dont je parlais juste avant. Les peuples qui répondaient à des critères, à des normes plus proches des normes européennes avaient tendance à être plus visibilisés, à être plus idéalisés aussi, contrairement aux populations noires qui elles paraissaient plus sauvages, plus primitives, elles étaient plus dépréciées en fait finalement et donc on n'en parlait pas et en fait ces projections européennes elles ont enfermé mine de rien les femmes polynésiennes notamment tahitiennes et hawaïennes dans cette représentation hyper sexualisée de la femme des îles qui se veut disponible, sensuelle, jeune et offerte aussi aux explorateurs et aux touristes européens. Et en fait, on se rend compte que cette représentation hypersexualisée, elle est doublement raciste. Premièrement parce que elle est valable que pour la femme polynésienne, qui est plus proche du coup des standards européens, car plus claire de peau. Donc là, la femme mélanésienne, elle est complètement écartée de cette représentation sexualisée de la femme qu'on va désirer, etc. Et elle est doublement raciste parce que ce regard qui va enfermer une représentation de la femme polynésienne, il va en fait être réducteur et enfermer, comme je l'ai dit, le peuple colonisé, la femme polynésienne, mais aussi le territoire dans une posture d'objet qu'on peut exploiter. Et donc, c'est des représentations qui aujourd'hui sont encore bien présentes dans les mentalités, qui sont encore bien assises dans nos sociétés, même nous dans le Pacifique, mais qu'il faut savoir questionner. Et c'était tout l'enjeu, oui, de ce poste. Avec des conséquences aussi de cette représentation-là très concrètes pour les populations locales. Hein. Je pense à des cas comme celui de Paul Gauguin aux îles Marquises, qui est assez connu. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu si ces relations, même après la colonisation en elle-même, entre les Occidentaux et les Océaniens et Océaniens? Bah, c'est vrai que Paul Gauguin, il a eu une empreinte extrêmement importante
sur la représentation qu'on a pu se faire de la femme polynésienne, parce que du coup, lui, il venait en Polynésie pour peindre des jeunes femmes essentiellement mineures dénudées, et donc la sexualisation du corps, elle s'est faite par cet intermédiaire-là, mais pas que. Il y a eu les récits des explorateurs aussi qui a joué un rôle important. Et ensuite, par la suite, il y a eu le tourisme, et j'en parle notamment dans le post. Il y a eu cette économie un peu touristique autour des cartes postales, des posters, et en fait, dans tous ces canaux-là, la femme polynésienne est représentée comme dénudée, comme je l'ai dit, sensuelle, etc. Et c'est vrai que c'est des choses qui aujourd'hui peuvent encore avoir un effet. Par exemple, quand on parle de Tahiti, on va s'imaginer de manière générale des belles plages et des belles femmes. On va s'imaginer, quand on parle d'Hawaï, de belles plages et de belles femmes. Et donc ça, c'est mine de rien un héritage de l'époque coloniale dont il faut avoir conscience malgré tout. Et c'est vrai que ça régit aussi énormément les sociétés aujourd'hui dans le Pacifique. Et encore aujourd'hui, quand on parle de Mélanésie, je pense que il y a plein de territoires mélanésiens qu'on ne connaît pas, mais quand on parle de Polynésie, on a tout de suite des représentations qui sont fortes. Donc c'est cette distinction aussi qu'il faut remettre en question. Et c'est vrai que dans un de tes posts, tu montres que même une campagne touristique récente utilisait cette imagerie-là pour attirer les touristes en Polynésie, notamment. Ouais, et ça c'est vrai pour plusieurs choses, pour que ce soit pour des agences de voyage, des guides touristiques, des cartes postales comme je disais, donc c'est omniprésent en soi. Et il y a toujours la même chose par rapport aux industries touristiques, c'est qu'il y a un paradoxe de à la fois ça se fait sur des critères coloniaux, sur des clichés et tout ça, mais c'est aussi une manne financière pour ces régions-là. Comment on gère cette espèce de paradoxe entre à la fois les représentations négatives et en même temps le tourisme apporte de l'argent? Bah ça c'est assez compliqué, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on fonctionne quand même dans une économie mondiale et généralisée, donc on a besoin aussi d'un apport extérieur de revenus issus du tourisme. Tahiti et Hawaï sont connus pour une forte fréquentation touristique, et c'est aussi ces imaginaires-là qui influencent aussi, j'imagine, les touristes à venir dans ces territoires-là. C'est vrai que c'est assez compliqué comme question, parce que maintenant aujourd'hui ces territoires-là sont mine de rien dépendants de cette économie-là, mais je pense qu'il faut savoir réécrire un peu le récit colonial et s'en détacher aussi, et puis mine de rien s'en détacher pour aussi préserver les territoires, parce que à Hawaï notamment c'est une question qui est très forte sur la question de l'exploitation des territoires, sur la question du surtourisme. Donc je pense que les collectivités locales devraient apprendre à gérer un peu mieux et remettre au cœur de ces questions-là l'environnement et la place aussi du peuple, qui est parfois un peu mis à l'écart, pour justement laisser toute la place aux touristes, quitte à vendre des plages, des terrains entiers. Donc c'est vraiment une question compliquée. Il y a un énorme paradoxe, et je saurais pas donner la réponse aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est très compliqué de s'en défaire aujourd'hui de cette économie-là. Ça fait penser que tu as parlé dans ta réponse de questions d'environnement, et c'est vrai que c'est aussi des territoires qui sont en première ligne face au changement climatique, catastrophes naturelles, la montée des eaux aussi. Est-ce que ça aussi c'est un enjeu qu'on peut mettre en lien avec un retour de mode de vie plus traditionnel par opposition au mode de vie occidental? Voilà, ça c'est aussi un enjeu qui est en lien avec ces cultures océaniennes, et qui est très important, parce que certains pays pourraient même disparaître. Je pense au Tuvalu notamment à cause du changement climatique. Oui, c'est vrai que c'est un enjeu hyper important. Aujourd'hui, on le voit que cette question, elle prend de plus en plus de place dans nos territoires. Il y a la question du blanchissement des corails aussi, notamment, de la préservation de nos forêts, de nos bordures de plage, etc. Donc, c'est en fait le truc qui est assez ironique, c'est que
au moment de la colonisation, on a voulu nous détacher de cette proximité qu'on avait avec la terre. Et aujourd'hui, de manière générale, dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, on sent bien que les questions liées à l'environnement, à la préservation de l'environnement et de l'écologie, elles reviennent sur le devant de la scène. Et c'est assez ironique parce que du coup, nous, dans le Pacifique, on avait déjà cette conscience qu'il faut vivre en harmonie avec la terre, qu'il faut ne pas la surexploiter. Je pense par exemple à la surpêche en Polynésie et dans l'Océanie de manière générale. On a cette idée que il faut prendre que ce dont on a besoin et pas davantage et pas plus pour gaspiller finalement. Donc c'est vrai que je pense que les territoires océaniens ont beaucoup à apporter sur la scène internationale et mondiale sur cette question-là, et qu'il faudrait peut-être s'en enrichir, oui. Il y a des gens qui réagissent dans le chat, ils disent qu'ils sont très contents qu'on parle de la Polynésie. Il y a Valtina60 qui envoie des cœurs également. Merci le chat. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à ajouter. Je les intègre volontiers à la discussion. Bonjour également aux personnes qui arrivent. Pour ce que ta façon de travailler, alors on a un petit peu évoqué ton format des objets du quotidien. Je propose qu'on revienne un peu dessus parce que ça rejoint un peu tout ce dont on vient de parler sur la culture, les questions de retour des réécriture, relecture des cultures océaniennes. Et un des objectifs que tu te donnes aussi avec Archipel, c'est de faire connaître cette culture-là. Donc comment t'es venue l'idée de ce format et comment tu travailles dessus? Est-ce que tu peux présenter un petit peu tout ça? Alors, les objets du quotidien, en effet, c'est la première série avec laquelle j'ai lancé Archipel. L'idée, elle m'est tout simplement venue d'une discussion avec une amie où on s'est dit ce serait intéressant de parler des objets qu'on utilise au quotidien, parce que même, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, en Nouvelle-Calédonie, il y a énormément de communautés. Et chacun un peu a sa petite culture, les objets qui font cette culture-là. Et des fois, si j'ai un exemple très concret, quand j'étais au lycée, il fait très chaud en Nouvelle-Calédonie, et j'avais un ili, on appelle ça. C'est en fait un éventail qui est en feuilles, qui est en fait tressé. Et en fait, les gens étaient interpellés. Il y a des gens qui connaissaient pas du tout ce que c'était. Et en fait, je trouvais ça intéressant de faire découvrir des objets, parce que au-delà de faire découvrir des objets, on fait découvrir des pratiques, des histoires et toute une culture. Et je trouvais que c'était une porte d'entrée intéressante justement dans une culture, parce qu'en plus de faire découvrir un objet, ça permet d'aborder plusieurs thématiques, des thématiques sociales et politiques. Je pense notamment à la dernière vidéo que j'ai faite des objets du quotidien, qui parlait du coup de la dent de cochon au Vanuatu. Au-delà de la dent de cochon et de ce qu'elle représente, il y a aussi tout un univers politique où on se rend compte que ça organise la société et ça détermine le degré de pouvoir des personnes qui détiennent la dent de cochon. Donc c'est au-delà de simples objets que je pourrais présenter comme ça, c'est vraiment toute une histoire qu'il y a derrière, toute une organisation sociale. Et donc c'était intéressant, je trouve, de partir de ce principe-là. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, du coup, comment je m'organise pour faire mes recherches, c'est vrai que j'ai déjà du coup un vivier très important de sujets en réserve, justement parce que j'ai des objets que je possède, j'ai des amis qui possèdent aussi des objets, donc j'ai déjà plusieurs idées de sujets que je pourrais traiter à l'avenir. Et en fait, au départ, je vais toujours vers des ressources déjà existantes, donc des articles scientifiques, des documentaires, des reportages, des livres, etc. Et ensuite, quand j'ai fait un peu, quand j'ai balayé un peu le sujet, je me réfère à des ressources humaines. Donc là, je vais me rapprocher de gens, des principaux concernés en fait, qui peuvent me permettre d'agrandir ma piste, d'aller vers des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé et que je trouve pas forcément dans les ressources déjà existantes. Donc voilà, je fais des ressources, enfin je me dirige vers des ressources existantes, comme j'ai dit, documentaires, etc., et des ressources humaines, donc comme on appelle chez nous les vieux, qui peuvent nous raconter aussi des choses qu'il n'y a pas forcément dans les livres, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'oralité de la culture aussi. Tu essaies de préserver ça dans ta façon de travailler aussi. Exactement, oui. Parce que c'est important, je trouve, de raviver aussi cette mémoire qui parfois peut être perdue.
Parce que quand on va pas non plus chercher l'information auprès de nos vieux, elle va pas forcément venir. Ils ont tendance à venir nous raconter, etc. Mais s'il y a pas de curiosité non plus de notre part, de la part de la nouvelle génération, je trouve que il y a un échange qui se fait pas. Donc j'aime bien aussi remettre au cœur de mon travail de recherche cet aspect-là. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant. Peut-être qu'on peut expliquer un peu aux gens cet objet de la dent de cochon, parce que toi, tu fais le lien avec le système monétaire aussi au Vanuatu. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et comment tu fais le lien, toi, avec des concepts politiques plus larges? Alors, du coup, la dent de cochon au Vanuatu, c'est un objet qui va être central. Ça peut paraître très surprenant et très anecdotique, mais c'est en réalité c'est quelque chose de très ancré. Au Vanuatu, on va élever des cochons à dents. Donc on va briser en fait leur canine supérieure pour laisser les défenses inférieures pour laisser en fait aux défenses inférieures la place de pousser. Et en fait, on va les laisser pousser artificiellement. Et tout l'enjeu de cet élevage-là, c'est de faire permettre aux dents de faire plusieurs tours de cercle. Plus la dent fait un cercle, enfin fait des cercles, plus elle aura de valeur dans la société. Et en fait, je l'explique dans ma vidéo. Mais c'est quelque chose, c'est un processus qui est très long, qui est très douloureux pour l'animal et qui demande énormément de temps et de soins. Et quand on arrive à obtenir 2 cercles, voire 3, ce qui est très rare, qui peut prendre jusqu'à une trentaine d'années, quand on arrive au minimum à obtenir 2 cercles, on va acquérir une certaine stature dans la société et on va pouvoir élever son rang dans la société. Donc la dent de cochon, c'est vraiment quelque chose qui est éminemment lié au système politique. Et en fait, au-delà de ton rang dans la société, la dent de cochon, elle est présente, et le cochon de manière générale, il est présent dans plusieurs échanges. Le Vanuatu, c'est un territoire qui est encore aujourd'hui fortement marqué par une économie liée au troc, à l'échange, à la réciprocité, etc. Donc au lieu de, par exemple, donner un billet pour acheter quelque chose, on peut, voilà, je te donne un cochon et toi tu me donnes en contrepartie, je sais pas, du tarot, de l'igname ou que sais-je. Donc le cochon, il va avoir une place importante dans l'économie, dans la société, dans la politique. Je le dis aussi dans la vidéo, le cochon, il peut permettre des réconciliations, il peut permettre des alliances entre les partis politiques. Donc ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans le territoire au Vanuatu. Il y a Valtina60 qui dit dans le chat, t'inquiète, nous, Wall Street, on trouve ça plus anecdotique que la dent de cochon. Plus largement, il y avait une question de Shade5, parce qu'on parlait de la façon dont tu faisais tes recherches, et il nous dit un petit mot sur la littérature océanienne, très peu mise en avant dans les librairies de l'Hexagone. Est-ce que tu as des conseils de lecture? Je vais élargir aussi, parce que plutôt par rapport à tes recherches, tu as des conseils de lecture sur les littératures scientifiques aussi, de sciences sociales, histoire, notamment sur ces territoires, des choses qui t'ont marqué. Alors, il y a plusieurs auteurs que j'apprécie fortement en Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui est de l'histoire, il y a un auteur, un historien calédonien que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Louis-José Barbonson et qui a écrit Le Pays, entre autres, qui a écrit Le Pays du non-dit. C'est un livre justement dans lequel il revient sur les thématiques identitaires et politiques en fait inhérentes à la Nouvelle-Calédonie. Autrement, j'ai Christophe Sand aussi, qui est un archéologue calédonien, qui a beaucoup parlé du peuple Lapita, donc le peuple premier en soi qui est venu s'installer en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi Ismet, j'ai oublié son nom de famille. Je mets tous les liens dans le chat en attendant, si les livres, les références vous intéressent pour les spectatrices et spectateurs. J'ai mis les liens vers les livres. Ça marche. Il faudrait que je retrouve le nom. Ismet Kurtovic. Voilà, c'est un historien français, un historien calédonien qui traite aussi beaucoup de la question coloniale. Et ensuite, pour la littérature en Nouvelle-Calédonie, on aura plus, je pense notamment à Dewe Gorodé, qui est une militante kanak et poète kanak.
Voilà pour ce que j'ai à proposer. Mais bientôt sur Archipel, si jamais vous voulez me suivre, il y a plusieurs portraits que je ferai, notamment sur ces personnalités-là, pour justement les porter aussi à la connaissance générale, parce que c'est vrai que c'est une culture, enfin c'est la culture, tout ce qui est en lien avec la littérature et l'histoire dans le Pacifique, c'est quelque chose qui est très invisibilisé. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes sur Haunani Trask, qui est une militante hawaïenne et qui est aussi une poète. Donc, je vous invite à découvrir ses poèmes si ça vous intéresse, qui parlent justement de la réappropriation du territoire hawaïen et de l'impérialisme américain, etc. Donc, si c'est des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à découvrir son œuvre. Et vous pouvez retrouver tout ça sur Média Archipel, hein, je vous ai mis le lien Instagram. T'es aussi sur TikTok, et j'ai vu que t'étais sur YouTube, mais il y avait qu'une seule vidéo, donc ta chaîne n'est pas pour l'instant très active. Ouais, je commence petit à petit à me mettre sur YouTube, oui. Ok, bon, c'est en cours d'arrivée. Exact. Voilà. De toute façon, vous avez tous les liens dans la bio sur Instagram notamment. Je vous ai mis Instagram dans le chat. Forcément, on a des questions de Jacques Aranda Auvergnat et on avait prévu d'en parler. On avait parlé un petit peu sur le contexte en Nouvelle-Calédonie. Hein. Là, hier, on a eu le rejet par les députés de l'accord, une motion de rejet préalable du projet de loi constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie, avec qui suivait les accords de Bougival qui ont été rejetés par le FLNKS mais acceptés par les autres forces politiques. Toi, comment tu vis cette relation franco-calédonienne avec la Nouvelle-Calédonie et la France, et avec notamment les développements récents, hein, avec la question du mode de scrutin, du gel du corps électoral et toutes ces questions qui ont de nouveau provoqué des violences en Kanaki, Nouvelle-Calédonie? Alors là, c'est un gros sujet, c'est un gros paquebot. La situation politique en Nouvelle-Calédonie, elle est complexe et elle est sujette à des dissensions, des divisions depuis de nombreuses années, depuis même avant ma naissance. Donc c'est vrai que c'est une question qui est très complexe. S'il faut revenir un peu sur l'histoire, je ne sais pas si ça intéresse le chat de revenir un peu sur les textes qui ont été signés avant l'accord de Bougival, mais c'est vrai que depuis mai 2024, depuis la révolte qui a eu lieu, la Nouvelle-Calédonie, elle est plongée dans une crise économique, une crise sociale qui est énorme. Les gens n'ont plus de travail, enfin c'est très compliqué. Donc c'est sûr que moi, de là où je suis, ça a été très violent d'assister à tout ça à distance et de pas pouvoir être là pour mon territoire, être là pour ma famille. Mais comme j'aime à le dire, mon rôle en tant que journaliste et à travers Archipel, c'est pas forcément de trancher, mais plutôt de donner des clés de compréhension. C'est d'ailleurs ce que je compte faire à l'occasion du 28e anniversaire de la signature des accords de Nouméa. Je compte faire un post sur Archipel pour revenir justement sur cette genèse politique qui a conduit aujourd'hui à la situation dans laquelle on se trouve, une situation un peu cul-de-sac où les élus n'arrivent pas à s'entendre et n'arrivent pas à déterminer ensemble d'un avenir institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que c'est une situation très compliquée. Pour laquelle je ne prends pas forcément, enfin je pense que c'est pas hyper intéressant et pertinent pour les gens de connaître mon avis sur la question. Tout ce qu'il y a à retenir et ce qui me semble important de relever, et de rappeler justement, c'est qu'il y a une revendication historique du peuple kanak qu'il faut prendre en compte, et que au-delà de ça, il y a aussi une réalité politique et sociale aujourd'hui qui est très diverse en Nouvelle-Calédonie, et donc il faut savoir essayer de manager un peu tout ça pour que tout le monde puisse y trouver son compte, sans oublier forcément la présence du peuple kanak, parce que c'est vrai que tu parlais de la question du gel du corps électoral. Il y a cette revendication du parti indépendantiste kanak que de conserver le corps électoral gelé pour justement continuer de pouvoir avoir un impact sur les décisions politiques inhérentes en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, on a été une colonie de peuplement, il y a diverses communautés qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie, et cette présence, elle diminue un peu aussi l'impact que peut avoir justement le peuple kanak sur les décisions politiques. Donc élargir le corps électoral pour les partisans du parti indépendantiste, c'est risquer de minorer encore plus le poids du peuple kanak. Donc c'est une question assez compliquée.
Mais je vous renvoie vers Archipel pour en savoir davantage, si jamais ça vous intéresse et si vraiment cette histoire politique très complexe vous intéresse. Il y aura un post bientôt qui sortira à l'occasion du 28e anniversaire du coup de la signature des accords de Nouméa. Oui, je reprécise effectivement aux gens que tu fais pas d'actualité avec le média Archipel, tu fais vraiment des retours historiques, des explications culturelles, voilà ce genre de choses. Donc, ce sera l'occasion effectivement de revenir là-dessus. Plus largement, sur la question de ton média, on parle de l'Océanie ici. Tu as créé ce média en arrivant en Europe, enfin après être arrivé en Europe. Est-ce que c'est aussi un moyen de créer des liens avec les personnes qui sont sur place en France, parce qu'on sait qu'il y a un arrachement au territoire d'origine, il y a une espèce de choc culturel aussi pour des personnes qui viennent sur le continent européen pour la première fois, et je parle pas uniquement des Océaniens, hein, je parle aussi des autres personnes qui viennent de territoires ultramarins, que ce soit aux Antilles ou dans l'océan Indien. Est-ce que tu avais aussi cette volonté de créer du lien? Est-ce que c'est des questions aussi qui te concernent, qui t'intéressent, ces questions de relations au territoire quand on en est loin? C'est vrai que c'est jamais évident pour nous, enfin de manière générale, c'est jamais évident de quitter quelque chose qu'on a toujours connu et de devoir se recréer une vie ailleurs. Bien sûr qu'aujourd'hui, Archipel, c'est un moyen pour moi de créer des relations, des liens avec les jeunes ultramarins de manière générale, les jeunes océaniens. À travers ce projet, j'ai eu l'occasion d'échanger énormément avec des jeunes de chez moi ou même du Pacifique de manière générale, ou même des territoires issus des territoires d'outre-mer. J'échange avec des gens qui veulent se lancer dans des projets, que ce soit culturels, audiovisuels, sportifs. Et ça permet de faire des rencontres, c'est sûr, ça permet de réduire l'isolement. Et en plus, ensemble, on échange surtout, on échange aussi beaucoup sur ces questions-là. Quelquefois, on se sent un peu seul, quelquefois, on se sent un peu incompris. Parce que c'est vrai que c'est un tout autre univers quand on vient en Hexagone. On est vraiment déraciné pour le coup. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont importants et dont on parle ensemble. Mais au-delà de ça, le but premier pour moi, à travers Archipel, c'était surtout de créer de la représentation. Ça peut rejoindre cette idée de lien, mais c'est un autre lien. J'ai beaucoup de personnes dans les commentaires, dans l'espace commentaire de mes vidéos, qui me remercient de parler des sujets dont je parle, parce que pour eux, c'est très rare d'en entendre parler, et c'est des sujets dans lesquels ils se reconnaissent. Donc, à titre personnel, bien sûr qu'Archipel, ça m'a permis de créer du lien, de faire des connexions et de rencontrer des gens. Mais l'ambition, c'était surtout de permettre aux gens de se reconnaître dans l'information et dans l'offre audiovisuelle de manière générale. J'ai l'impression que ça permet aussi de réduire cette asymétrie qui est classique dans une relation coloniale, c'est-à-dire que la personne territoire colonisé ou anciennement colonisé connaît très bien l'histoire, en l'occurrence française, mais à l'inverse, les personnes qui sont sur le continent européen en France connaissent très mal l'histoire de ces territoires-là. Il y a aussi cet enjeu d'éducation populaire. Exactement. Moi, j'ai toujours eu tendance à dire depuis que j'ai créé Archipel que j'ai deux publics. J'ai d'abord un public justement que je retrouve dans mon espace commentaire, qui me remercie, dont je parlais juste avant. C'est un public issu des territoires d'outre-mer, issu du Pacifique, et pour lesquels j'ai envie de mettre en avant des choses qui leur ressemblent. Mais mon deuxième public, et je le perds pas de vue non plus, c'est un public essentiellement européen, enfin occidental du moins. Parce que du coup, le Pacifique, il a été colonisé certes par la France, mais par d'autres puissances coloniales comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis ou même l'Espagne. Donc, l'objectif à terme, c'est vraiment de porter à la connaissance générale et vers ces territoires-là aussi, vers ces grandes puissances-là, notre présence et notre existence en fait, parce que c'est vrai que il y a cette histoire coloniale où nous on nous a forcé à apprendre des choses qui sont encore aujourd'hui martelées dans nos esprits et à l'école, etc. Mais à l'inverse, comme tu le dis, il y a plein de choses qui sont pas allées jusque dans les territoires qui nous ont colonisés. Donc c'est vrai qu'à travers Archipel, moi mon ambition c'est vraiment de nous faire connaître, d'apprendre aux gens qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos cultures, pour qu'on puisse aussi avoir cette place sur la scène internationale. À propos de ça, ton média est très récent, hein, ça date de décembre 2025.
Pour l'instant, c'est quoi tes objectifs, tes plans par rapport au développement d'Archipel? Déjà rien que sur des prochains sujets éventuellement, mais même sur comment tu vois ton média dans quelques années. Ça, c'est des questions d'entretien d'embauche que je fais là. Alors, à court terme, pour le temps qui me reste à passer en France, j'ai beaucoup de nouveaux concepts qui vont arriver. J'aimerais énormément faire des portraits, des interviews de jeunes océaniens qui se lancent dans des projets, que ce soit préservation de l'environnement, sport, culture, musique, cinéma, etc. Et il y a un sujet, enfin il y a un concept qui arrive très bientôt. Là, c'est vraiment une exclusivité juste pour vous. Ça va partir un peu sur le même principe que ma série des objets du quotidien. Donc, c'est une série vidéo où là, qui va s'appeler justement le Pacifique dans nos assiettes. Et du coup, l'ambition, c'est de faire découvrir les spécialités culinaires de chez nous, parce qu'il y a énormément de choses que même nous, chez nous, je parle de que même en Nouvelle-Calédonie, on ne connaît pas des autres territoires du Pacifique. Et je trouvais ça intéressant parce que au-delà de présenter un plat, c'est aussi, comme je dis, par rapport aux objets, présenter une culture, présenter une histoire, présenter une société. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Mais sinon, à long terme, mon objectif, c'est vraiment de rentrer en Nouvelle-Calédonie parce que, comme je le disais, mener ce projet ici en étant en hexagone et en étant à distance de tous ces territoires, ça a ses limites. Je ne peux pas produire mes propres images, je ne peux pas interviewer les gens que j'ai envie d'interviewer, comme je disais tout à l'heure. Et mon objectif, c'est vraiment d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, de découvrir les territoires aussi, parce que il y a des territoires dont je parle et dont je parlerai que je ne connais pas, que je n'ai pas visité pour l'heure. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment à long terme, faire du terrain. Pourquoi pas développer davantage Archipel en engageant une petite équipe et en créant, en achetant des locaux et en créant ma propre rédaction. Ce serait l'objectif. Parce que pour l'instant, effectivement, c'est une situation c'est précaire, hein, ce que tu m'expliquais pour ton média, parce que comment tu te finances? Pour l'instant, tu fais tout ça en bénévole et toute seule, quoi, pour l'instant. Pour l'instant, je suis toute seule. Je fais tout de A à Z, de mes recherches, mes images, mon montage, la post-prod, la communication. Je fais tout toute seule. Donc, pas de financement pour l'instant. Peut-être quand jette une bouteille à la mer, je ne sais pas. Peut-être un jour, je serai financée par Mediapart, qui sait? Je rigole. Mais c'est vrai que c'est un secteur, le secteur du journalisme et le monde de l'audiovisuel et de l'art, les métiers de l'art de manière générale, ce sont des secteurs qui sont très bouchés, qui sont très précaires. C'est ce que je te disais en aparté. Moi, à la fin de mes études, j'ai postulé dans plusieurs rédactions et c'est vrai que n'ayant pas eu un réseau hyper développé, quand je suis arrivée en France, c'était assez compliqué pour moi de me faire une place, etc. J'avais pas les bons tuyaux, j'avais pas les bonnes connexions. Donc, ça a été très compliqué pour moi de trouver du travail. Je recherche encore actuellement un poste en journalisme. Je ne démords pas de cette envie. Mais c'est vrai que c'est très précaire et aujourd'hui, je suis obligée de faire des jobs alimentaires pour joindre les deux bouts parce que bon, la vie, faut bien la vivre, quoi. Donc c'est très compliqué et c'est aussi pour ça que j'ai voulu développer Archipel. Je voyais bien que ça allait être compliqué de trouver du travail en journalisme en étant en France. Donc j'ai voulu me créer ma propre opportunité en fait, pour pas perdre la main et pour aussi montrer potentiellement à de futurs recruteurs que j'ai envie, que je peux le faire et que je suis capable de mener des projets journalistiques déjà à mon échelle. Et c'est vrai que de manière générale, même là, en fait, moi j'étais quand je suis arrivée et on se rend compte que Paris c'est le centre névralgique de tout en France. C'est vraiment là où il faut être si on veut faire du journalisme. Et pour moi qui viens d'une île, c'était assez compliqué de me dire que j'allais devoir monter à Paris et vraiment déjà le fait d'arriver en France, ça fait une coupure énorme. On parlait de santé mentale tout à l'heure, ça fait une coupure énorme. Mais là, devoir me dire que je vais monter à Paris et que ça va être vraiment un autre rythme que, par exemple, si j'étais à Toulouse ou à Lyon, c'était compliqué à envisager.
Mmh. Donc j'ai préféré faire le choix de me donner ma propre opportunité, quitte à rester dans dans d'autres villes que Paris. Oui, c'est vrai que la question de la centralisation, on en parlait, mais c'est très compliqué, ne serait-ce que d'intégrer une rédaction où il y a essentiellement de l'actualité locale, en fait, même s'il y a des choses très bien qui se font dans les villes en dehors de Paris, on les reçoit aussi ici souvent, mais il y a effectivement beaucoup moins de place, en fait. Les places sont chères ou précaires, quoi. C'est un peu Ouais, le problème du métier de journaliste. exactement. Il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres. Eh ben, je pense qu'on se dirige vers la fin de cet entretien, sauf si tu avais, toi, quelque chose à ajouter par rapport à ton média et éventuellement des projets dont on a parlé. Donc, si tu as d'autres choses à rajouter, n'hésite pas. Déjà, je voulais vous remercier à tous d'avoir assisté au live. C'était une première pour moi. Je suis très contente de cette expérience. Je suis très contente aussi d'avoir lancé mon projet, mon média, parce que du coup, ça me permet de vivre des expériences comme ça aussi. C'est pas rien. Et je vous renvoie à Archipel si jamais vous avez été un peu piqué de curiosité pour en apprendre plus sur les territoires du Pacifique. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ma page. Et puis, je vous dis à bientôt si ça vous chante. Ben, j'ai remis le lien du compte Instagram. Il y a aussi un compte TikTok et un compte YouTube qui sera actif peut-être plus tard, mais pour l'instant, l'essentiel se trouve sur Instagram. Merci Stéphanie Sekeme. Je rappelle que tu as fondé donc le média Archipel en décembre dernier, un média qui s'intéresse aux cultures de l'Océanie, aux cultures polynésiennes notamment, mais pas que, avec des formats sur les objets du quotidien, avec des formats d'analyse historique sur les questions coloniales et d'autres formats à venir. Tu en as parlé notamment sur la cuisine. Merci à toi en tout cas. Reste avec moi, on fait une petite pause de 5 minutes. Le temps de reprendre pour la suite de l'émission. Merci au chat. Nous, on se retrouve aussi dans 5 minutes, le chat, pour la revue de presse. Je vous laisse avec l'écran de pause et avec la musique d'ascenseur qui va avec. À tout de suite.